enchanté. Enchanté. Si vous voulez avoir une instruction en français ou en anglais? Ah, français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, 5, 2 et 30 dernières secondes. Les cartons, ça ressemble à ça. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, François Troupe, je travaille à l'Agence de sécurité financière au réseau siège social. Bonjour, Martin Poirier, je travaille au centre financier, c'est l'agence Label. Mario Lavallée, professeur de finance. La prise de décision. Toutes les entreprises y font face. En finance, les décisions portent sur l'investissement et le financement. Il est très important de bien évaluer un projet d'investissement afin d'assurer sa profitabilité et d'ensuite trouver un financement optimal pour celui-ci. C'est pour cela que vous nous avez engagé aujourd'hui, le groupe AVP, composé de Philippe Gagnon, Vincent Robert et moi-même, Alexandre Beaune, pour le mandat suivant. Vous nous avez demandé de vous conseiller dans la prise de décision sur 2 projets d'investissement. Donc, ces 2 projets d'investissement sont tout d'abord le projet de croissance interne, qui consiste dans le fond à l'embauche d'un directeur de recrutement qui vous permettrait d'assurer une meilleure relève à votre entreprise et donc une meilleure pérennité également. Celui-ci inclurait dans le fond un investissement de 100 000 par année environ, salaire du directeur, en plus des embauches des conseillers qui incluent la formation et leur salaire également. Donc le deuxième projet que nous avons aujourd'hui est le projet d'acquisition de Clédor. Donc Clédor est une entreprise qui œuvre dans le même secteur que vous. Donc ça vous apporterait des nouvelles parts de marché ainsi qu'un nouveau bassin d'employés. Donc nous allons vous présenter un agenda de la présentation aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons vous présenter le marché, le marché financier au Québec, suivi du centre financier Hochelaga, ainsi que Clédor brièvement, suivi du projet de recrutement et de l'acquisition de Clédor, et finalement une mise en œuvre de notre recommandation finale. Donc, notre recommandation aujourd'hui, ça va être l'acquisition de l'entreprise Clédor. Donc, pour commencer, tout d'abord, les services financiers au Québec, ça représente 6,9% du PIB, soit 21,1 milliards de dollars, qui est énorme. Donc, on voit un énorme potentiel ici. Ensuite, ça représente 4,8% des emplois au Québec. Donc, on voit qu'il y a un assez grand bassin d'employés qui font partie des services financiers au Québec. Ensuite, le marché en tant que tel, nous allons le diviser en secteurs. Tout d'abord, il y a le secteur des institutions de dépôt. Donc, celui-ci représente 44,35% du PIB du Québec, soit 9,4 milliards de dollars. Ensuite, les assurances, eux, à 26,15%. Donc, on voit un total de 70% pour l'institution de dépôt et les assurances au Québec. Donc, c'est quand même assez gros montant ici. Et ensuite, les actifs financiers québécois s'élèvent à 470 milliards au Québec. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'actifs à gérer, il y a beaucoup d'emplois et il y a des grandes possibilités dans le domaine. Donc, dans l'anti-attrait de centre financier Hochelaga, notre croissance, dans le fond, depuis que vous avez fait l'acquisition, M. Lajeunesse, vous avez fait une politique de croissance soutenue dirigée par l'amélioration des offres de services aux représentants. Donc, par ceci, vous vouliez, dans le fond, aller chercher plus de clientèle, aider à la formation, les conseillers, dans le fond, à augmenter leurs ventes, mettre à leur disposition les outils nécessaires. En plus, vu que vous faites partie du groupe CFL, vous avez accès jusqu'à 70% de financement pour tous vos projets, ce qui est vraiment intéressant, ce qui facilite vraiment les expansions ou les achats pour vous. Ensuite, ce qui a trait à Clédor. Donc, cette entreprise qui a été créée en 1979, vous y avez travaillé en graduant de l'université. Donc, en ce moment, elle est détenue encore par M. Lafortune. Elle compte 12 représentants âgés entre 23 et 60 ans. Donc, on voit que la tranche d'âge est assez variée ici. Il y a un actionnariat privé, donc M. Lafortune détient 75% des actions. L'autre 25% est en vente par M. Labranche qui vient juste de se retirer et qui désire dans le fond, délaisser ses actions. Présentement, trois des enfants
sont trop des enfants des actionnaires. Ils travaillent, ils ont du grand succès, ils ont vu leurs parents, dans le fond, leur apprendre le métier. Ils œuvrent très bien dans le secteur. Ensuite, Clé d'or, on voit au niveau des ventes, assurance et épargne, on voit que ça représente environ un tiers des ventes courantes de Hochelaga, ce qui est assez intéressant pour vous, parce qu'on voit 33%, c'est quand même une bonne augmentation au niveau de vos ventes et une bonne part de marché à aller chercher pour vous dans la région de Montréal. Donc, maintenant, on va enchaîner avec l'analyse financière de SFL Hochelaga. Donc, pour commencer, nous avons pensé qu'il était intéressant de regarder l'évolution des marges bénéficiaires de l'entreprise au courant des 5 dernières années. Tout d'abord, la marge bénéficiaire brute, on voit qu'il n'y a eu aucun changement à ce niveau-là. En fait, elle est impertinente, considérant là, que nos frais par rapport à ça restent proportionnels aux ventes. Par contre, pour ce qui est de la marge bénéficiaire nette, comme vous avez pu là, nous le mentionner, on peut voir qu'il y a eu quand même une dégradation là, quand même considérable au courant des dernières années, ce qui est quand même assez inquiétant. Donc, à ce niveau-là, également, fait intéressant à noter, élément important, on peut voir au niveau de l'état. En fait, même avant de parler de ça, c'est à mentionner qu'on avait seulement l'état des résultats de SFL Hochelaga et puis que vous ne nous aviez pas remis le bilan. Donc, à ce moment-là, il y a certaines analyses plus approfondies qu'on aurait aimé faire, mais qui n'étaient pas possibles. Donc, également, c'est important de mentionner que ce sont des états financiers maison que vous nous avez remis et puis qui n'avaient rien de vérifié par rapport à tout ça. Donc, encore là, il y aurait certainement, si on voudrait aller encore plus d'avant dans l'analyse, on aurait besoin de plus d'informations par rapport en ayant les bilans. Donc, comme je vous ai dit, la marge bénéficiaire nette, on peut voir qu'elle a diminué au courant des dernières années. C'est assez alarmant. Autre chose qu'on a pu constater, on aurait aimé ça calculer certains ratios, mais on ne pouvait pas puisqu'on n'avait pas le bilan. Donc, par contre, on a été en mesure là, de calculer le service de la dette, ce qui est quand même très important pour pouvoir voir en fait là, si vous avez la possibilité d'encaisser une acquisition. Donc, à ce moment-là, au niveau du service de la dette, on n'avait pas besoin du bilan pour faire notre calcul. On avait l'état des résultats et puis également, on avait des tableaux d'amortissement, ce qui nous permet d'aller chercher notre portion courante de la dette à terme qu'on aurait trouvé habituellement dans les bilans. Donc, à ce moment-là, on a pu voir qu'en 2013, le service de la dette est à 2,26 et puis qu'il a quand même baissé considérablement en 2014, se chiffrant à 1,40. Qu'est-ce qu'on a noté par rapport à tout ça? C'est qu'il y a eu des paiements d'intérêt de la dette à long terme très importants en 2014, soit un montant de 356 380 comparativement à 90 380 en 2013, ce qui a fait en sorte que le service de la dette s'est dégradé quand même, comme on peut voir, considérablement. Également, nous, on pense que il n'y avait pas plus d'informations par rapport aux 356 380 pour les intérêts de la dette à long terme. Quand on était voir le tableau d'amortissement, ça nous donnait un chiffre qui était beaucoup plus inférieur. Donc, à ce moment-là, on se dit là, que c'est probablement un élément non récurrent, et puis que si vous nous fourniriez plus d'informations, on serait capable là, de vérifier le tout et puis de voir de où ça provient. Par contre, considérant que nous on tire l'hypothèse que c'est un élément non récurrent, votre service de la dette pour les années futures devrait être assez bon. On peut voir actuellement que vous avez la possibilité d'encaisser avec le service de la dette, le ratio qu'on a calculé, une acquisition. Également, une autre raison là, pourquoi la marge bénéficiaire nette a quand même là, diminué au courant des dernières années. C'est principalement parce que vos frais d'exploitation ont augmenté de 19% de 2013 à 2014, tandis que vos ventes, celles-ci, ont diminué. Donc là, à ce moment-là, c'est certain que ça a un impact sur la marge bénéficiaire nette. Puis également, autre fait intéressant, par contre, qui est moins alarmant que cela puisse paraître,
L'augmentation des frais d'exploitation de 19 dans celle-ci, il y a quand même un pourcentage quand même de quelques pourcents là, qui est dû à l'augmentation de l'intérêt sur la dette à long terme, qui selon nous est un élément non récurrent. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse des revenus nets de l'entreprise de 2013 à 2014, probablement de 2009 à 2013, on a pu voir que les revenus de l'entreprise avaient quand même avaient une croissance soutenue. Et puis, on a pu voir vraiment de 2013 à 2014 qu'il y a eu une décroissance de 5 ce qui est quand même notable. Par contre, c'est beaucoup moins alarmant que cela puisse paraître, considérant qu'on peut voir qu'il y a quand même eu une croissance de 10 de nos revenus de renouvellement. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'actuellement, nos employés n'ont pas de la difficulté à garder leurs clients, traitent très bien leurs clients, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, on peut voir qu'il y a eu une décroissance de 18 des revenus de première année. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant. Également, en lien avec tout ça, on peut voir que l'embauche de nouveaux conseillers au courant des dernières années a également diminué. Donc, habituellement, les nouveaux conseillers ne vont pas avoir nécessairement déjà une clientèle. Donc, ils vont aller chercher de nouveaux clients. Donc, à ce moment-là, ça peut être une des raisons pourquoi il y a eu une décroissance à ce niveau-là. Et puis, finalement, je vais vous parler du projet de recrutement, donc en fait, qui est un projet de croissance à l'interne. Donc, si on voudrait aller de l'avant avec ce projet, on devrait embaucher un directeur du recrutement. Ça nous coûterait déjà là des charges de 100 000 $ et plus. Ensuite de ça, on aurait à former ces nouveaux employés. On sait que la formation de nouveaux employés dans le domaine des assurances et de l'épargne, ça prend quand même plusieurs mois. Ils ont besoin de leur permis. Et puis, il y a des frais quand même considérables qui sont liés à tout ça. Un délai également. Et puis, finalement, on ne sait jamais si nos employés qu'on a embauchés sont de bons employés. Également, il peut y avoir une possibilité de mécontentement en ce qui a trait aux employés qui sont déjà dans notre entreprise. Donc, à ce moment-là, pour ces raisons-là, nous croyons que la croissance à l'interne n'est pas la solution à votre entreprise, mais que la pérennité de votre entreprise repose davantage sur une acquisition qui semble très intéressante. Donc, pour évaluer le projet d'acquisition, on a d'abord établi un certain taux d'actualisation pour pouvoir calculer ensuite la valeur d'entreprise estimée de Clé d'Or. Donc, pour ce faire, on a décidé d'y aller avec un taux de capitalisation. On a choisi le taux de capitalisation plutôt que le coût moyen pondéré du capital parce qu'on est dans le cas d'une PME et on considère que c'est plus pertinent d'utiliser un taux comme ça plutôt que le coût moyen pondéré capital qui peut être utilisé plus pour des grosses compagnies publiques. Donc, on a commencé avec un taux sans risque, puis on a fait une fourchette, un taux plancher, un taux plafond. On a parti à 1 ensuite on a ajouté une prime de risque pour la taille de l'entreprise, considérant que c'est une PME. Ensuite, une prime de risque liée à l'économie en général, qui est d'ailleurs entre 0 et 1 considérant que 2014, l'économie va bien en général, les taux d'intérêt sont bas, ça va bien. On n'a pas considéré que ça serait bon d'ajouter une bonne prime de risque à ce niveau-là. Pour ce qui est ensuite de la prime de risque liée au PIB du secteur, comme mon collègue l'a mentionné, le secteur des services financiers il est très important au Canada et au Québec. Ça va très bien en général, il y a des gros chiffres d'affaires. Alors, on a pu réduire à ce moment-là la prime d'actualisation, le taux d'actualisation avec un moins 2 %. Et finalement, on a ajouté une prime de risque liée à l'entreprise en général. Donc, encore une fois, c'est une PME, mais ils ont des bénéfices nets en croissance. Ça va bien en général dans l'entreprise. Donc, on a ajouté un 3 et un 4 % pour faire ensuite une fourchette entre 10 et 12 %. Si on continue, on a regardé ensuite l'évolution des bénéfices nets au courant des dernières années, entre 2009 et 2013, des données qui nous étaient fournies. Et à ce moment-là, on a calculé un taux de croissance moyen qui nous donnait 2,71 % de croissance par année. Alors, à ce moment-là, on a pu faire des prévisions d'augmentation des bénéfices nets entre 2014 et 2018 et on a pu par la suite les actualiser en valeur d'aujourd'hui
pour nous donner la valeur des bénéfices nets avec le taux de capitalisation. Ce qui nous permet ensuite d'arriver avec une fourchette de valeur d'entreprise estimée entre 1,53 million et 1,61 million. Monsieur Lafortune a mentionné qu'il estimait la valeur de son entreprise à environ 1,8 million. Avec les calculs qu'on a, on arrive un peu en dessous de ça, mais quand même un calcul semblable entre, comme j'ai mentionné, 1,53 et 1,61 million. Ça marche. Donc, par contre, ce qui est à considérer vraiment, ce qu'on recherche beaucoup en faisant l'acquisition d'une entreprise, c'est une certaine synergie. En allant chercher notre entreprise, on ne veut pas aller chercher seulement des bénéfices nets, mais on va aller chercher plus que ça. On va aller chercher, par exemple, dans ce cas-ci, en faisant l'acquisition, vous iriez chercher de jeunes employés qui sont motivés. La moyenne d'âge chez Clédor est d'environ 35 ans. Et vous avez mentionné que chez vous, la main-d'œuvre est relativement plus âgée. Alors, ça peut être intéressant d'amener de jeunes employés dans l'entreprise. Puis, en faisant l'acquisition de cette entreprise-là, vous allez chercher une plus grande part de marché. Vous allez chercher une meilleure visibilité, ce qui vous amène alors un meilleur certain pouvoir de négociation avec les clients. Considérant que vous avez de nouveaux employés, vous avez, comme je l'ai dit, une plus grande visibilité, ça peut être plus intéressant pour aller chercher des membres, aller chercher faire des ventes d'assurance, des ventes d'épargne. Et finalement, ce qui peut être intéressant à plus moyen terme, je dirais, c'est d'aller chercher une plus grande équipe de gestion. Alors, embaucher des nouvelles personnes dans l'entreprise au total qui vous permettrait à ce moment-là d'améliorer certains secteurs dans l'entreprise. Pour ce qui est du financement, si vous faites une offre, disons, à 1,6 million de dollars pour l'acquisition de Clédor, vous auriez besoin d'un financement. Comme il a été mentionné, SFL peut financer jusqu'à 70% de vos projets d'investissement. Alors à ce moment-là, c'est un prêt de 1,12 million de dollars et une mise de fonds de 0,48 million qu'il faudrait aller chercher, qui est le 30% qui reste. Alors pour ce faire, le prêt de 1,12 million de dollars, on a calculé une annuité simple, dans le fond, qui serait amortie sur 10 ans à un taux de 5,8%, qui étaient des données fournies. Et ça nous donne des remboursements, des remboursements pour le prêt d'environ 150 000 $ par année. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début 2013, vous avez fini d'amortir un prêt de 400 000 $ qui vous coûtait environ 110 000 $ par année. Donc à ce moment-là, en allant chercher un financement de 1,12 million, on pense que ça pourrait être très réaliste de pouvoir rembourser des charges d'intérêt, des charges, dans le fond, un remboursement de prêt de 150 000 $ par année. Et pour ce qui est de la mise de fonds, considérant qu'on n'avait pas de bilan disponible, on a émis certaines hypothèses, comme quoi que la mise de fonds pourrait être financée soit avec même le fonds de roulement, s'il y a l'encaisse, s'il y a des actifs à court terme qui sont disponibles. Sinon, il y aurait toujours la possibilité de réhypothéquer certaines immobilisations. Considérant que ça fait plusieurs années que vous êtes dans le secteur des services financiers, vous avez probablement des immobilisations qui ont des prêts à long terme et qui ont été remboursés en partie, puis à ce moment-là, ça pourrait être possible d'aller chercher une mise de fonds à partir de là. Et sinon, la dernière façon qu'on propose, ce serait à même la fortune personnelle de vous, Monsieur la Jeunesse, et que vous pourriez à ce moment-là injecter de l'argent dans l'entreprise pour financer ce projet d'acquisition. Pour ce qui est de la mise en œuvre, bon, ce qui est intéressant en faisant l'acquisition, il y a différents éléments à considérer. Premièrement, Clédor, c'est une entreprise financière qui est non membre de SFL en ce moment. Fait que, ce qui est, premièrement, d'un côté, il peut y avoir certains coûts de restructuration associés à ça, mais ce qu'on voit de positif, c'est que SFL met à la disposition de ses filiales plusieurs services, comme des services de formation continue, des services informatiques et tout ça, qui permettent à ce moment-là à leurs filiales de vraiment prospérer. Et aussi, un autre point positif, c'est la possibilité de revente aux enfants. Il a été mentionné qu'il y a 3 enfants qui travaillent en ce moment pour Clédor et il pourrait être intéressant à ce moment-là de prendre le contrôle de l'entreprise, mais il a été mentionné qu'en ce moment, ils n'ont pas le crédit nécessaire pour faire l'acquisition des parts.
Alors, dans le futur, dans les 3 à 5 ans, il pourrait être intéressant, c'est comme une voie de sortie. Si vous voulez vendre à ce moment-là l'entreprise aux enfants, ça reste des acheteurs potentiels. Ensuite, il y a toujours la possibilité de refus de M. Labranche. M. Labranche, comme on l'a dit, est retraité, mais il y a toujours son 25% des parts qui est en vente. Puis selon la convention d'actionnaire, il a été mentionné que M. Labranche a un droit de refus sur l'offre. Alors, c'est un risque à prendre, mais pour contourner cela, vous pouvez toujours faire l'acquisition de 75% des parts de M. Lafortune et ensuite, dans les années qui suivent, peut-être formuler une autre offre à M. Labranche pour prendre le contrôle à 100% de l'entreprise. Et finalement, bien qu'on favorise le projet d'acquisition, c'est toujours une opportunité dans le futur de toujours, grâce à la synergie, grâce aux différents bénéfices qui vont être dégagés de l'acquisition, de faire l'embauche à ce moment-là d'un directeur du recrutement et de mettre en œuvre le projet de restructuration de l'entreprise. On va être maintenant prêt à la période de questions. Au niveau de l'autre opportunité qui était le croissance interne, est-ce que vous avez fait des flux pour vérifier avant de choisir l'acquisition pour comparer? Non. Ben, en fait, si vous me permettez, les données, on n'a pas beaucoup de données au niveau dans le fond, du projet, à part vraiment l'embauche, le salaire du directeur qui serait aux alentours de 100 000 $. C'est sûr que cette embauche-là apporterait sûrement des meilleures compétences dans les nouveaux employés de l'entreprise. Par contre, c'est sûr, c'est dur à évaluer parce qu'un embauche, on sait jamais comment ça va finir. C'est sûr qu'avec l'aide de SFL, les formations continues, il y a des grandes chances de succès, ainsi qu'avec une formation, des bonnes connaissances du directeur de recrutement. Ça serait difficile à chiffrer par contre, mais on voit aussi que la diminution de l'embauche des nouveaux employés dans l'entreprise au cours des 5 dernières années, par exemple, elle est passée de 9 nouveaux employés tandis qu'il était à 18 il y a 5 ans. Donc on voit que le taux de roulement des employés est bien inférieur. Pardon. Au niveau de l'acquisition, vous recommandez de la garder donc indépendante et de la conserver à part plutôt que de la fusionner là, Non. En fait, non, ce serait plus une acquisition totale, puis ça deviendrait à ce moment-là une filiale de SFL, puis c'est comme je l'ai dit, ça pourrait être intéressant de mettre à disposition de cette entreprise-là tous les services qui sont fournis en ce moment par SFL, et voilà. Le cas a été présenté comme étant un choix en 2 options. Y a d'autres options qui vous sont apparues en lisant le cas que je pourrais décider de faire? Si vous me permettez, il y aurait peut-être la possibilité, en regardant un petit peu les secteurs d'activité, on remarque qu'il y a certains secteurs qui étaient plus rentables, pas plus rentables, mais qui avaient dans le fond un plus grand bassin de clients, surtout les dépôts bancaires, dans le fond. Donc, ce serait peut-être de mettre plus d'emphase là-dessus afin de pouvoir augmenter les revenus de l'entreprise. Ce serait une option, par exemple. C'est sûr que niveau services financiers, c'est pas mal complet en ce moment niveau ici. Je dis, on voit ici il y a les assurances, la gestion du patrimoine, etc. qui sont offertes. Donc, c'est sûr qu'il faudrait peut-être mettre plus d'emphase sur les secteurs qui sont plus rentables. À ce niveau-là, ce serait une option au lieu de regarder le recrutement ou une acquisition. Il nous reste combien de temps? 2 minutes. Cette acquisition-là, le prix qu'on me demande, de 1,8 million, par rapport à ce que j'ai payé en 2009 pour Hochelaga, c'est plus cher, c'est moins cher? C'est moins cher. Vous avez contracté une dette, si je me rappelle bien, de 2,8 millions, 2,6 millions. Puis ça a été très profitable. On voit que vous avez eu beaucoup de succès, mais avec les bénéfices nets qui sont en ce moment en déclin, c'est à ce moment-là qu'on pense que c'est important de regarder ailleurs, viser une croissance. C'est pour ça que l'acquisition, ça peut vraiment être intéressant. Aller chercher une synergie grâce à cette acquisition-là et à ce moment-là, vraiment redresser l'entreprise et se remettre sur la voie de la profitabilité. Si vous me permettez de renchérir,
En fait, l'achat que vous avez fait était à 4 millions de dollars. Et on voit aussi que les ventes, dans le fond, de clés d'or sont à 33% de vos ventes courantes. Et on voit aussi que l'entreprise, dans le fond, le prix estimé est environ à 33% aussi du 4 millions, environ, je dis. Donc, on voit que le prix est quand même assez justifié ici. En plus d'avoir une main-d'œuvre assez jeune, donc on voit à long terme, je pense que l'entreprise elle a un peu plus de stabilité à ce niveau-là. Donc, je pense que le prix est assez équitable pour l'achat de l'entreprise Clé d'Or. Peut-être une dernière question, c'est une question de prof. Puis, prenez-le avec toute la candeur que ça va avoir l'air. Quand on augmente le taux d'actualisation, est-ce que la valeur actuelle baisse ou monte? Elle va baisser. Il faut regarder aux assiettes. Ah oui, ok. C'est peut-être juste une erreur de frappe, parce que c'est... Dans la pression et tout ça, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit, prenez-le, je vais juste... Ok. Mais non, mais c'est clair. Si on a 12%, la valeur va être plus basse. Plus basse, définitivement. C'est pas grave. J'ai une question, je ne sais pas rapport. Peut-être, ça vous a dérangé beaucoup l'histoire des frais d'intérêt 2000. Fini. En fait, c'est juste pour dire que c'était une coquille exprès, c'était un piège. Dans le fond, c'était le paiement total de la dette et des principaux intérêts qui a été comptabilisé comme un paiement d'intérêt par la personne. C'était des résultats financiers maison. Fait que c'était un aspect plus comptable. C'était un aspect comptable, c'était une erreur pluggée. Mais on voit que vous l'avez vu, là, que vous avez dérangé. Mais la conclusion, c'est juste que c'était bien une erreur qui avait redressé. Considérant que c'était non vérifié. C'est ça. Excellent. Merci.